Je me présente, Dr Melouli, médecin généraliste installé en privé à Tanger. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes félicitations pour le comité d'organisation de cette grande manifestation. Je les félicite. Et je passe tout de suite. J'aurai le plaisir de modérer cette séance sur les vaccinations. Elle sera animée par le professeur Kamal Marhoum El-Filali, notre brillant infectiologue qui est professeur à la faculté de médecine de Casablanca et qui travaille à l'hôpital Ibn Roche de Casablanca. Il va nous traiter une partie des vaccinations, la vaccination des personnes adultes. Je crois que je lui cède tout de suite la parole. Merci. Je tiens quand même à remercier les laboratoires GSK pour leur soutien dans cette présentation. Et merci, professeur Filali, vous avez la parole. Notamment que c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'au Maroc, la personne adulte est pratiquement exclue de la vaccination. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de m'avoir invité et merci au laboratoire GSK d'avoir facilité ce symposium. Alors, je pense que tout a été dit quand on dit que l'adulte n'est pas concerné jusqu'à maintenant de façon formelle par la vaccination, ben on a tout dit finalement. Eh bien, on va essayer de voir, bon là les conflits d'intérêts, ben, j'en ai pas, mais que GSK a quand même facilité ce symposium. Alors, je passerai tout de suite pour vous dire qu'il y a un véritable paradoxe. Le paradoxe est le suivant, c'est que les adultes sont, disons, touchés par énormément de maladies qui peuvent être évitées par la vaccination. J'ai mis ici un certain nombre, tétanos, infection invasive à pneumocoque, infection à méningocoque, hépatite B, grippe, zona, et j'en passe. C'est vraiment pas une liste exhaustive. Mais on sait pertinemment que l'adulte n'est pas concerné par le programme national d'immunisation, notre fameux PNI. Ça, c'est un gros problème, c'est un véritable paradoxe. Alors, effectivement, quand on regarde le PNI au Maroc, qui a été actualisé en 2023, bien, on voit très bien que ça s'arrête très vite. À l'âge de 11 ans, on ne parle plus de vaccination. Donc l'adulte est oublié. Il était oublié bien avant. C'est en 2023 qu'on a ajouté les vaccins pour l'âge de 11 ans, c'est le papillomavirus, l'HPV. Bon, il vient d'être ajouté, ça ne marche pas encore tout à fait bien. Bon, les gens n'adhèrent pas beaucoup. Et on sait un peu pourquoi, parce qu'il y a cette fameuse hésitation vaccinale auquel on est confronté de plus en plus. Et je crois que mes propos aujourd'hui, ça ne va pas être de donner, bon, l'adulte, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Non, ça va être plutôt un argumentaire. Il va falloir qu'on discute, qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit, comment on peut argumenter l'intérêt de cette vaccination. Parce que ça va se jouer surtout à ce niveau-là avec nos patients, mais qui ne sont pas encore patients. On va les vacciner pour qu'ils ne deviennent pas patients, justement. Alors, l'adulte est quand même concerné, mais c'est la femme qui est concernée par la vaccination antitétanique. C'est une très bonne chose, parce que c'est ça qui a permis de réduire le tétanos chez la femme, d'accord, mais surtout chez le nouveau-né. Je pense que ceux qui sont passés dans des services de pédiatrie il y a une trentaine d'années, on a dû voir des tétanos néonataux, c'est une véritable catastrophe. Heureusement, ça n'existe pratiquement plus. Voilà. Et une des grandes réussites sur le tétanos, ça a été ça, c'est vacciner les femmes enceintes. Ça a permis de réduire ce risque, et donc là, on en voit beaucoup moins. Donc, on peut en conclure que la vaccination est quand même utile, même s'il y a des gens qui disent qu'elle est dangereuse.
Alors, en l'absence de recommandations pour l'adulte au niveau de notre PNI, qu'est-ce qui se passe? On comprend qu'il n'y a pas de continuité maintenant. Il n'y a pas de continuité depuis l'enfant vers plutôt depuis l'enfant vers l'adolescent et vers l'adulte. Donc on va protéger juste avec ce qu'on a donné chez l'enfant. Et après, bon, chacun fait ce qui lui semble être le mieux. Voilà. Et c'est finalement le médecin traitant qui prend l'initiative de prescrire des vaccins à ses patients adultes. Et là, bien sûr, il va se référer à des choses qui viennent d'ailleurs. On a des recommandations américaines, on va peut-être les utiliser, françaises, on va les utiliser, suisses, etc. Mais on n'a rien de national. Voilà. Alors, il y a même autre chose. Là, je parle surtout des vaccins de base, qui sont absolument nécessaires, qui sont importants, mais il y a les vaccins complémentaires. Bien là, quand même, il y a des choses qui sont faites. C'est grâce au Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination. Ce comité statue sur un certain nombre de vaccins, par exemple à l'occasion du pèlerinage, à l'occasion de voyages dans des pays où il y a la fièvre jaune, le moment où il faut peut-être donner des vaccins contre le méningocoque, contre la grippe, le pneumocoque, etc. Il y a quelques petites recommandations qui sortent comme ça, mais malheureusement, toujours pas au niveau d'un programme national d'immunisation. Voilà, l'adulte ne rentre toujours pas. Alors, il y a aussi des situations d'épidémie. On l'a vécu avec Covid-19, la grippe également, le H1N1 qui a fait couler beaucoup d'encre, et peut-être l'aviaire qui se prépare, je ne sais pas. Et puis, des expositions accidentelles, la rage. La rage aussi, bon, il y a des choses qui sont faites, mais là aussi, ce n'est pas quelque chose de très précis, ce n'est pas dans un programme. Et nous avons les spécialistes, par exemple, je prends l'exemple des pneumologues, qui, à juste titre, s'occupent de leurs patients et vont aller protéger ces patients vulnérables avec une vaccination adaptée. Voilà. Donc voilà, il y a des choses, ce n'est pas qu'il n'y a rien, mais ce n'est pas formalisé. Et donc, c'est encore un problème chez nous. Alors que, quand on voit le calendrier vaccinal français, on voit qu'on parle de l'adulte. Vous voyez jusqu'où ça va? Ça va jusqu'à plus de 65 ans. Je vous ferai remarquer qu'ici, vers 65 ans, bon, on s'occupe un peu de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche. On s'occupe également de la grippe et on s'occupe du zona. Voilà. Donc je ne fais que passer là-dessus. Je donne des exemples tout simplement. Les Américains, ils sont beaucoup plus complets, mais leur calendrier est plus complexe. Il y a beaucoup de choses, c'est un petit peu difficile à suivre, mais bon, on a l'habitude de ces choses-là. Mais en tout cas, encore une fois, c'est un exemple pour vous montrer que l'adulte est considéré dans ce calendrier vaccinal. Donc l'adulte n'est pas oublié. Il y a un calendrier qui me plaît beaucoup, c'est celui de la Suisse, et qui a été actualisé en 2024. Et là aussi, vous voyez que ça va même chez les adultes, 25 ans, 45 ans, 65 ans et plus. Et vous voyez les différents vaccins qui peuvent être utilisés chez l'adulte. Vous voyez qu'il y a du méningocoque, il y a de la varicelle, il y a le zona, il y a la grippe. Et comme pour les Français, il y a également la diphtérie, tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, ça aussi c'est important, et le pneumocoque. Voilà. Donc, il y a quand même des choses, quand on se penche sur ces différents calendriers vaccinaux, il y a des choses qu'on pourrait peut-être utiliser. Alors, j'ouvre une parenthèse ici, tout simplement parce que vous avez dû voir qu'on parle de varicelle, en particulier avec le calendrier suisse, et de zona, et puis on parle aussi de zona tout simplement dans le calendrier français. Je vous rappelle que le zona n'est que la forme
de récurrence du VZV, donc de la varicelle, et que, à l'occasion de certains facteurs de risque, on sait que ça va peut-être réveiller ce VZV qui est à l'état latent au niveau des ganglions spinaux, et ça va entraîner donc ce zona. Bon, finalement, dans cette pathologie-là, le zona, c'est peut-être pas une pathologie très sévère. Elle va probablement pas être mortelle. Mais pour ceux qui ont suivi des patients âgés ayant un zona, il y a des difficultés de prise en charge à cause de la douleur post-zostérienne. Donc vous voyez que dans certains cas, ça peut éviter une pathologie parce qu'elle est sévère, parce qu'elle peut entraîner une mortalité, morbidité, mais dans certains cas, il peut y avoir des conséquences au niveau de la qualité de vie. Alors si on veut classer les vaccins, on peut dire que certains vaccins vont servir comme étant des vaccins de base, que ce soit chez l'enfant, ou que ce soit chez l'adolescent, ou chez l'adulte. Pourquoi on va les recommander? Et en général, les pays qui les recommandent sont des pays qui vont faciliter au maximum l'accès à ces vaccins. Autrement dit, il peut y avoir des remboursements au niveau de leur caisse de sécurité sanitaire. Ça peut être des vaccins qui sont pris en charge totalement par l'État, etc. Parce que c'est des vaccins qui confèrent un niveau de protection important et qui vont permettre une protection individuelle, mais également une protection communautaire. Et puis, il y a ceux qui sont complémentaires, les vaccins complémentaires. Ceux-là, ils vont être recommandés lorsqu'une personne doit se prémunir contre un risque précis qui la concerne de façon spécifique. Je veux aller dans un pays où il y a de la fièvre jaune, bon, ben, je me vaccine contre la fièvre jaune. Voilà par exemple un exemple de ces vaccins complémentaires. Comme le méningocoque également. Si je vais dans un pays où il y a un risque d'infection à méningocoque, mais il va falloir peut-être utiliser ce vaccin. Et puis des vaccins destinés aux groupes à risque. Là, disons, il faut définir les groupes à risque. Ça peut être des personnes vulnérables qui ont des pathologies respiratoires, qui risquent de nous faire des infections graves au niveau respiratoire, des pneumonies, une exacerbation de BPCO, etc. Et ça, c'est un groupe vulnérable. Ou bien ça peut être des immunodéprimés ou des personnes qui vont être immunodéprimées par une chimiothérapie ou par une biothérapie qu'il va falloir peut-être protéger par une vaccination avant de démarrer tout ça. Parfois, également, il faut penser au personnel soignant. Nous sommes une catégorie qui entrons en contact avec des personnes qui sont vulnérables et donc on a tout intérêt à être vaccinés pour ne pas nous contaminer nous-mêmes, mais également ne pas contaminer le patient qui est vulnérable. Donc voilà un peu ces différents types de réflexions. Alors, pourquoi faut-il vacciner les adultes? Eh bien, je remercie le professeur Mammar tout à l'heure. Elle a déjà introduit le problème, elle parlait de sujets âgés. Je confirme effectivement que l'espérance de vie au Maroc, elle augmente, elle est en augmentation, qu'on était à un peu plus de 77 ans d'espérance de vie à la naissance en 2022, que la femme a une espérance de vie beaucoup plus importante que l'homme, donc ça c'est une moyenne pour les deux genres, et sur la courbe à côté, vous voyez que les projections montrent que les jeunes seront amenés à diminuer, que les sujets âgés seront amenés à augmenter. Et donc, ça montre bien qu'il est temps qu'on prenne en charge les adultes au plan vaccination, qu'on les protège, parce qu'ils seront de plus en plus nombreux. Et donc, ça va être une charge de morbidité et peut-être également de mortalité si on ne donne pas une vaccination qui protège cette catégorie de personnes. Eh bien, oui, c'est bien. Une fois qu'on a dit ça, ça semble être bien. Mais il y a un problème. Avec l'âge, il y a une réduction des éléments clés de la réponse immunitaire. C'est ce que vous connaissez comme étant l'immunosénescence.
Vous allez vacciner la personne, oui, mais elle ne va pas répondre correctement au vaccin. Ça, c'est un problème. Et ça, on sait que ça existe. Il y a des explications physiopathologiques, il y a des études qui ont été réalisées sur les cellules, sur les anticorps, etc. Et tout ça va nous permettre de dire qu'un sujet âgé, un sujet qui avance en âge, se défendra de moins en moins bien vis-à-vis des infections, mais également quand je viens pour le vacciner, il va répondre de moins en moins bien au vaccin. Donc là, il y a quand même un problème. Ça veut dire que l'adulte, il ne faut pas compter, il ne faut pas attendre qu'il atteigne 65 ans pour qu'on dise « Ah, le pauvre, il va falloir qu'on le vaccine ». Il va falloir qu'on ait un programme qui commence la vaccination beaucoup plus tôt, pendant que son système immunitaire est encore relativement valide, pour qu'on puisse commencer à entraîner une réponse correcte. Donc, commencer précocement. Et puis surtout, qu'il y ait un continuum dans le calendrier de vaccination. On a celui de l'enfant, il est bien, il donne de bons résultats, sauf peut-être ces dernières années avec la rougeole. Mais là, je pense que ça rentre dans le cadre de l'hésitation vaccinale. Les gens reculaient par rapport à la vaccination, et là, on est en train de payer la facture. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une continuité entre vaccin de l'enfant, mais également vaccin de l'adolescent qui est également oublié. Je vous rappelle tout à l'heure, on a vu à 11 ans l'HPV, uniquement. Le reste, il n'y a rien au niveau du PNI. Et puis, l'adulte. Voilà donc la continuité qu'il faut réussir à mettre en place. Alors, tout ça, c'est important parce que l'immunosénescence, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une grande différence entre le jeune et la personne moins jeune. C'est, par exemple, les cellules présentatrices d'antigènes qui vont être moins performantes avec l'âge. Et donc, il y aura des problèmes de réponse à l'antigène. Bon, je passe plus vite. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait quand même des stratégies pour améliorer l'efficacité d'un vaccin chez l'adulte. Et ces stratégies, ça peut être, première possibilité, agir sur l'antigène, en mettre beaucoup plus au niveau de la dose. Un exemple, c'est la grippe. Il existe actuellement, nous ne l'avons pas au Maroc, mais il existe actuellement des vaccins contre la grippe qui sont fortement dosés et qui sont adaptés pour les personnes au-delà de 65 ans, voire même 75 ans. Ceux-là, ils vont donner une réponse meilleure. Deuxième stratégie possible, c'est les adjuvants. On ne les aime pas beaucoup, parce que les adjuvants peuvent eux-mêmes avoir des effets indésirables. Mais parfois, il le faut. Et bien sûr, il faut choisir les adjuvants qui sont les moins, disons, toxiques. Voilà. Et puis, il y a la voie d'administration. Il a été montré que certaines voies d'administration permettaient d'avoir une meilleure immunité, surtout chez le sujet âgé. Certains vaccins pourraient être utilisés par voie, disons, intradermique et avoir une meilleure efficacité. Voilà, donc ça, c'est un petit peu des voies qui permettent peut-être d'améliorer l'efficacité et pour passer outre cette histoire d'immunosénescence. Alors, pourquoi tout ça? C'est parce qu'on sait très bien et depuis longtemps qu'un virus ou une bactérie sauvage va être très immunogène. Là, sur ce graphique, vous voyez l'immunogénicité et la tolérance. Vous voyez qu'un virus natif, sauvage, il y aura une immunogénicité qui est très élevée, mais la tolérance faible. C'est pour ça qu'on va éviter ça quand même. On va aller à des virus qui sont atténués ou qui sont carrément inactivés. Mais quand on les inactive, on diminue l'immunogénicité. On améliore la tolérance. Et si on va encore plus loin, on prend des sous-unités
ou bien on prend des antigènes purifiés. La tolérance est nettement meilleure, mais l'immunogénicité va diminuer. Et c'est là où on peut avoir besoin d'adjoindre des adjuvants. Alors, est-ce que cette vaccination peut être utile? C'est clair, hein, moi je ne vais pas vous redire ce que fait le vaccin. On sait que ça agit sur la mortalité, que ce soit ici 2 exemples, la grippe et les infections invasives par le pneumocoque. Vous voyez que la mortalité, les décès en rapport avec la grippe ou en rapport avec l'infection par les infections invasives à pneumocoque, vous voyez que ça explose lorsqu'on atteint les âges autour de 65 ans. Il y a une augmentation qui est vraiment très importante. Il y a aussi les comorbidités. Les adultes, et plus on avance en âge, plus on va accumuler des comorbidités. Ce schéma le montre très bien. Regardez dans la tranche d'âge 18-44 ans. Ce qui est en violet, c'est aucune comorbidité. Ce qui est en rouge, c'est une comorbidité. Ce qui est en bleu foncé, si vous voulez, c'est au-delà de 2 comorbidités. Vous voyez, dans la première tranche d'âge, c'est surtout le 0 comorbidité. Quand on arrive entre 45 et 64, c'est presque à égalité. Mais quand on passe au-delà de 65 ans, de façon très claire, il y a énormément de comorbidités. Donc il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec, et on sait que les comorbidités vont risquer d'aggraver certaines pathologies qu'on peut éviter par la vaccination. Et il y a certains facteurs qui peuvent agir. Regardez ici, pour la grippe, les comorbidités qui peuvent aggraver une grippe et qui peuvent entraîner l'hospitalisation en unité de soins intensifs. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu avec le Covid-19. Vous voyez, regardez tout à fait au bout les personnes qui ont une BPCO, les personnes qui ont une obésité, le diabète, les maladies cardiaques. Ça rappelle exactement ce qu'on a vécu avec le Covid-19. Donc les comorbidités, ces comorbidités en particulier, aggravent ces maladies respiratoires, et donc on a tout intérêt à prévenir ces maladies respiratoires qui sont prévenues, on peut les prévenir par la vaccination. Eh bien, de multiples études ont été réalisées pour montrer que la vaccination anti-pneumococcique, elle est efficace, elle permet de prévenir les pneumonies associées au BPCO en particulier. Eh bien, vous voyez ici la diminution de 41%, de 74%, de 26%, de 40%. Donc il est clair qu'on arrive à réduire le risque de pneumonie quand on vaccine la personne. La même chose pour la grippe. Quand on vaccine contre la grippe, on va réduire le nombre d'exacerbations et le nombre d'hospitalisations des patients à cause de la grippe. Eh bien, là aussi, de multiples études faites dans différents pays ont permis de montrer cette réduction importante. Alors, quel rôle la vaccination peut-elle jouer dans le vieillissement en bonne santé? On y revient. Tout à l'heure, professeur Marmar en a déjà parlé. On y revient, il faut pouvoir vieillir en bonne santé. On voit que, déjà, une chose dont je n'ai pas parlé, si on vaccine contre le pneumocoque, on fera moins de pneumonie à pneumocoque. Et donc, on utilisera moins d'antibiotiques. Et donc, on va pouvoir gagner sur la résistance aux antibiotiques. Ça, j'en ai pas parlé jusque-là. Il y a aussi la qualité de vie. La personne qui peut vivre beaucoup mieux lorsqu'elle a été vaccinée. On va lui éviter des exacerbations. On va peut-être lui éviter le zona, s'il est vacciné contre le zona. On va pouvoir... Désolé. On va pouvoir également faire en sorte que, quand on a vacciné la personne, qu'on ait moins de complications qui pourraient être inhérentes
aux comorbidités qu'a cette personne, des complications comme l'infarctus du myocarde qui va être réduit, les AVC, les hospitalisations en unité de soins intensifs ou en réanimation, etc., toutes ces choses-là vont être réduites. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on veut négocier après avec les décideurs, il va falloir montrer l'intérêt également financier. Et donc, quand vous arrivez là, vous pouvez montrer qu'on va gagner, on va réduire des complications. Donc, on va peut-être perdre de l'argent à vacciner, mais on va gagner de l'autre côté. Alors, il ne faut pas oublier quand même que qui dit vaccination dit que cette vaccination, on aura besoin peut-être de la répéter. Parce que ces vaccins, chaque vaccin a une durée particulière d'efficacité. Bon, je passe, ça c'est du détail, mais il va falloir faire avec. Alors, je reviens à ce fameux calendrier vaccinal suisse 2024. Ce n'est pas pour entrer dans le détail, mais juste pour vous dire, vous pouvez le trouver sur Internet, vous allez rentrer, vous allez essayer de le voir. Il peut aider à prendre des décisions. Et là, je vois d'abord pour la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, on peut essayer de voir quand faire les rappels pour la diphtérie et le tétanos. On peut essayer de voir pour la coqueluche quand faire les rappels et quand faire les rattrapages également. Donc, juste pour vous donner ces idées, la même chose pour l'hépatite B, mais là, l'hépatite B, je crois que c'est clair. Quelqu'un qui n'a pas été vacciné, il faut le vacciner, tout simplement, en tout cas pour l'instant. Ensuite, pour le ROR, eux, ils ont le ROR, nous, on n'a que le RR. D'accord? Donc, on l'avait, il a été supprimé parce qu'il coûte plus cher. Donc là, il faut défendre. Voilà, effectivement. Alors, là, vous voyez un peu, là aussi, qu'est-ce qu'ils font. Je crois que j'ai dépassé le temps. Alors, quelques minutes encore et j'aurai terminé. Merci. Alors, la varicelle également, il va falloir en tenir compte. Vous voyez, quand vacciner, qui vacciner, donc tout ça, c'est des questions. Je vous donne un exemple, c'est ce calendrier, mais attention, il nous faut notre propre calendrier. Sinon, on va rester toujours à copier les autres. Et chacun va dire que tel calendrier est meilleur que tel autre. Donc, il va falloir qu'on se mette autour d'une table et qu'on essaye de sortir un calendrier national. La même chose pour l'HPV. Bon, je vous ai donné l'exemple, on l'a déjà introduit. Maintenant, il faut que ça marche. D'accord? Donc, c'est un effort de communication qu'il faut faire là-dessus. Alors, quand on vient communiquer sur l'HPV en disant que c'est la sexualité, ça a du mal à passer. Donc, il faut trouver un autre moyen. Voilà. Le pneumocoque, là aussi, je passe. Le zona, là aussi, il va falloir le relier à la varicelle et trouver le moyen de le placer ou ne pas le placer, comme on veut. La grippe également, il faut prendre des décisions par rapport à la grippe. Bien sûr, il faut vacciner une fois par an, ça on le sait. À partir de quel âge? C'est là où il va falloir définir les choses. Voilà, que ce soit clair et que tout le monde fasse la même chose. S'il y a des groupes à risque qu'il faut vacciner avant, il faut les définir. Comme ça, on va les vacciner avant les autres. Voilà, donc finalement, pourquoi la vaccination tout au long de la vie est-elle importante? C'est pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Et là, vous voyez ce cercle qui montre que l'exercice, on y revient, on l'a vu sur 2 présentations tout à l'heure, il faut de l'exercice. Il faut une nutrition correcte. Il faut lutter contre le tabagisme. Il faut surveiller son cœur. J'ajouterai même son rein, puisqu'on vient de voir une communication concernant le rein. Il faut utiliser les médicaments à bon escient. Quand on a besoin d'être traité pour quelque chose, il faut les utiliser. Et ne pas oublier la vaccination, qui était un élément important là-dedans pour compléter ce cercle. Perspective pour le Maroc, et j'ai bientôt fini. Alors je vous dirais que nous avons une opportunité. C'est l'opportunité de la refonte du système de santé. Je vous rassure, tout le monde ne voit pas encore très clair dedans, mais bon, en tout cas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se faire et on espère tous que ce soit bénéfique. Alors, des référentiels de prise en charge
de plusieurs maladies ont déjà été élaborées sous l'égide de la SMSM et des sociétés savantes, de l'ANAM et du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Donc il y a déjà des choses qui sont faites. À titre d'exemple, les protocoles pour la prise en charge de certains cancers. Alors, je vous dirais que le référentiel de la vaccination de l'adulte et de l'adolescent est en cours d'élaboration. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est en train d'avancer. Et à terme, il viendra enrichir le PNI actuel et ça va permettre d'assurer ce fameux continuum dans le calendrier vaccinal au Maroc. Donc les vaccins de base devraient pouvoir être pris en charge par le ministère de la Santé et de la Protection sociale ou être remboursables le cas échéant. Donc c'est pour ça que l'ANAM fait partie intégrante de cette grande discussion et c'est pour ça qu'il est très clair que la discussion financière va avoir lieu pour pouvoir voir ce qui est remboursable, ce qui ne l'est pas, etc. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. Les rappels et rattrapages de vaccins à l'âge adulte sont le prolongement de l'immunisation des enfants. Ils vont contribuer à protéger l'individu et l'ensemble de la population. En l'absence de recommandations nationales pour l'adulte, les pratiques ne sont pas homogènes, là on le constate tous les jours. Et le PNI a permis de prévenir efficacement certaines maladies chez l'enfant, mais également par extrapolation chez l'adolescent et l'adulte jeune. Et maintenant, il va falloir qu'on l'étende. Ce plan doit être étendu à l'adulte, aux personnes âgées, d'autant plus que ces catégories de la population sont en augmentation et sont plus vulnérables aux infections. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Marhoum, pour ce bel exposé. Nous sommes certes dans une période où la couverture médicale est pratiquement généralisée et ces discussions dont vous avez parlé entre l'ANAM, etc., nous enchantent. Et on espère voir bientôt un calendrier vaccinal qui va jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qui prend la personne depuis la naissance jusqu'à la fin de vie. Sans oublier le personnel travaillant. Parce que en milieu de travail, souvent, nous avons besoin de vaccins qu'on ne retrouve pas, qui n'existent pas. Et il n'y a pas de recommandation bien définie pour les milieux de travail. Ça, c'est très important si vous faites partie de cette commission. Je vous invite à y penser. Et voilà un médecin de travail qui lève le doigt, peut-être pour en parler. Ben, si je parle, c'est en connaissance de cause. Je ne sais pas si on peut retenir encore professeur Marhoum ou pas, parce qu'il y a la communication suivante. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous nous avez éclairés et vous nous avez donné beaucoup d'espoir dans ce sens. Aussi, pour les vaccins des personnes qui voyagent, nous avons des difficultés. Et là, je m'adresse au laboratoire GSK, qui est producteur de vaccins qu'on ne trouve pas sur le marché. Comment faire? Est-ce qu'il y a une production en vue, en cours? Je ne sais pas. Grand point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'on peut donner une question? Est-ce qu'on peut donner une question? Non? C'est bon? Formidable. Très bien. Alors, professeur Marhoum, un petit souvenir de MG Maroc. Souvenir de cet après-midi.